quelconque. On s'est concentré à fond sur le produit. Et nous, on est un peu parti à l'inverse chez Kipli, et on est parti plutôt de pourquoi on a envie de faire une marque, plutôt que qu'est-ce qu'on va faire réellement. Et je trouve que tout ce qu'on fait, ça découle de cette pourquoi. Et voilà, c'est pour cela que je commence le pourquoi. Voilà. Bonjour. J'ai raté mon entrée. Voilà, donc je disais, j'ai commencé pourquoi et pas du quoi, parce que voilà, c'est un peu de ça que ça découle toute notre activité. Bonjour. Je ne sais pas si aujourd'hui notre équipe s'est grandie beaucoup, donc on est passé de 2 à 10 dans l'espace de 5 mois. Et tous les candidats que je rencontre, ils me parlent d'un seul truc. Ils me disent aujourd'hui je suis en poste, je suis là, entre guillemets, on est entre nous, je me fais chier, je ne trouve pas de sens dans ce que je fais. J'ai besoin de quelque chose qui me remplisse de sens, qui me donne envie de travailler, de me lever le matin, de me regarder au miroir, de me raconter de certaine façon. Donc ils viennent chez nous, ils font comme ma pote, ils retrouvent tout ça chez nous. Donc voilà, c'est assez intéressant je trouve que cette approche, parce que c'est exactement ça que nous on voulait chez nous au début. Donc je pense que cette quête de sens est un peu présente dans beaucoup d'entre nous, dans notre génération. C'est quelque chose qui se fait répercute à la fois sur notre travail, sur les choix qu'on fait quand on cherche un travail, quand on cherche du travail. Et aussi dans les choix qu'on fait, moi j'ai des enfants par exemple, dans les choix qu'on fait à l'éducation, dans les choix qu'on fait quand on va acheter de la nourriture, des produits en général. Et donc l'idée que nous on avait au début, c'était vraiment donner un sens aux produits qu'on va vendre, qui est au-delà de l'utilisation même de ce produit. Donc nous on a notre spécificité, on vend du matelas, donc voilà, ça va au-delà du matelas, ça va vraiment donner du sens à quelque chose qu'aujourd'hui ça ne va pas forcément. Voilà. Donc notre pourquoi c'est celui-là. Du coup aujourd'hui j'ai présenté un peu au début quelques résultats de Kipli, donc 4 millions d'euros sur les premiers 9 mois d'activité en France. Donc une équipe qui est passée de 0 à 10 dans les derniers, disons, 5-6 mois. Notre ambition, c'est montrer qu'une entreprise qui veut être vertueuse comme Kipli, qui veut réussir, qui veut tout déchirer, qui veut faire des chiffres d'affaires, qui veut embaucher des personnes, tout ça, elle peut le faire, mais en préservant quand même l'environnement et les gens qui sont dans le système, dans notre système. Nous, une de nos ambitions, c'est vraiment montrer un modèle différent, c'est un modèle d'entreprise qui marche très bien, et pourtant en faisant les choses au fond, donc vraiment en respectant des A à Z une charte éthique et qui prend en compte tous les fournisseurs, les appelés, tout le monde. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'après vous verrez, on fait vraiment les choses jusqu'au bout, même si ces choix sont très coûteux ou sont un peu délirants sur l'aspect logistique et tout ça, mais bon, c'est cette envie d'aller jusqu'au fond qui nous motive, et je pense qu'il fait que les gens nous choisissent aussi. Et après, c'est le désir de proposer des produits bien faits, de lesquels on peut être fier et sur lesquels on est transparent, sur nos efforts, donc sur les choses que nous décidons de faire, et sur notre site, sur nos défauts, sur nos échecs. On essaie d'être transparent avec nos clients et de construire quelque chose qui soit compréhensible et clair. Voilà. Après, une autre chose qui ça nous motive, c'est vraiment la volonté d'éduquer. Aujourd'hui, nous, on est sur un marché très compétitif, c'est le marché du matelas. Aujourd'hui, en France, vous avez beaucoup d'acteurs, internationaux encore plus. Même c'est un case study sur les DNVB, les matelas. Il y a beaucoup d'acteurs, Casper, aux États-Unis, beaucoup. Nous, notre envie, c'est d'essayer de proposer quelque chose de différent, d'essayer d'éduquer les consommateurs à des choix qui sont plus respectueux de sa santé, de l'environnement, sans pourtant être dogmatique, dans le sens où on ne veut pas créer des frustrations dans les gens en disant nous on propose des matelas un peu plus chers qui sont bien pour la santé, bien pour l'environnement, et pourtant vous ne pouvez pas les acheter parce que c'est un peu trop cher. Bon, on ne veut pas non plus créer cette frustration-là, donc respectons aussi les choix de qui après on ne pourra pas pour l'instant s'acheter ces matelas qui coûtent. Et après, c'est vraiment d'imposer un nouveau standard
Nous, on imagine que cette tendance, d'ici à 5 ans, peut-être, quand on se réveillera dans 5 ans, l'achat de matelas naturel sera énorme. Ce ne sera pas réservé à une niche ou à une petite parcelle du marché, ce sera un choix qui est normal, standard. Et les utilisateurs ils seront là-dessus parce que ça deviendra une norme. Donc, nous, on veut que ça devienne une norme, on ne veut pas que ça reste une niche. Voilà, donc ça c'est un peu le pourquoi. Donc ça c'est un peu le sens de l'intervention aussi, c'est dire pourquoi on a créé Tipeee, parce qu'on a envie on fait des produits qui ont un sens, donc un produit, pas que des produits, c'est des produits avec une cause, donc avec un but. Voilà. Donc Tipeee c'est quoi enfin? Je vais te dire pendant la première partie. C'est un DNVB européenne. Pourquoi européenne? Déjà parce que l'équipe est composée, vous entendez mon accent, je suis italien, donc, et elle est composée par des personnes qui viennent de l'Union européenne, donc de la France, la plupart c'est des Français, mais aussi des Italiens, des Allemands, donc voilà. Et nous on a vite commencé à travailler aussi dans d'autres marchés, donc déjà on a ouvert l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, la Belgique, donc vite on est en train de s'étendre à l'international. Et les caractéristiques que nos produits ont sont trois principalement. Le fait que les produits qu'on présente sont tous naturels, au plus naturel possible. Après je vous explique les petites nuances. La durabilité, donc on ne produit pas des produits qui ne sont pas durables. Donc en gros, la plupart des marchés qui sont vendus en France aujourd'hui sont en polyuréthane. Le polyuréthane c'est un dérivé du pétrole, donc c'est un produit 100% synthétique, chimique, qui a en plus une durabilité très faible. Donc vraiment c'est un produit qui va jeter en 5, 6, 7 ans. Donc nous on produit des matelas qui ont l'ambition de durer 15 ans. C'est vraiment dans cette optique que on travaille la durabilité. Et après on a des conforts parce que quand même on vend des matelas, donc des conforts. Après, nous, on propose quelque chose de différent dans une formule de vente qui est bien connue en France. Et on doit dire merci aussi à nos confrères qui ont ouvert les portes au marché digital pour les matelas. Parce que c'est quand même un travail que nous, on a trouvé tout près, donc on va dire merci. La formule est très simple, vous la connaissez peut-être, c'est un décès de besoin de technologie, besoin de garantie. Donc, quelque chose d'assez standard pour le marché. Voilà, donc ça c'est un peu nos produits. Donc aujourd'hui on en a 4. On n'a pas beaucoup. Disons que la plupart de la chiffre d'affaires vient du sommier et du matelas. C'est le matelas qui fait le plus. Et c'est un matelas en 100% latex naturel. C'est une composition unique et le matelas il est associé à un mousse qui est fait à un coton bio et laine. Disons que les standards de marché aujourd'hui c'est vraiment 90% synthétique totalement, avec certaines nuances, par exemple des ressorts, c'est du métal. Mais sinon, vraiment, on est sur un marché qui est 100% synthétique. Et pourtant, c'est assez marrant parce que finalement, les matelas, c'est un des objets qu'on utilise le plus dans une journée, si on réfléchit, et sur lesquels on est vraiment en contact. Dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on ne touche pas, c'est vraiment quelque chose avec lequel on est en contact, vraiment avec un fort contact. C'est assez bizarre en fait qu'on se concentre sur la bouffe, sur plein de trucs qu'on va acheter bio, sur des déodorants, des cosmétiques et tout ça. Mais après, on peut oublier facilement des objets qui sont en fait d'utilisation commune, on oublie. Mais c'est des objets sur lesquels on passe énormément du temps. Donc voilà, ça c'est un peu nos produits. Donc vous voyez, en fait, sur les sommiers, ça c'est une dernière sortie. En fait, à droite, vous avez un sommier qui est 100 pièces métalliques. Donc c'est une conception unique faite par un artisan italien dans ce cas. Et c'est un bois FC. Totalement encastrable, donc sans vis, sans visserie, sans rien, et sans vernis chimique, sans colle, donc vraiment un produit 100% naturel. Et de l'autre côté, vous avez le sommier normand, c'est une nouvelle sortie, ça va très bien ce produit, c'est magnifique. C'est issu d'une usine normande qui produit des sommiers. Donc on a fait, vous voyez le design, c'est les nôtres, c'est le même de deux côtés, c'est juste que vous avez été les de l'autre côté. Et la particularité de ces produits, c'est que le bois est exactement fabriqué à côté de l'usine. Donc l'usine, elle s'est achetée des forêts, donc qui exploite directement. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est un circuit court qui est assez unique. Voilà. Et donc justement pourquoi matelas naturel? Parce qu'en gros sur le matelas synthétique vous avez des éléments qui s'appellent cobre, c'est des composants organiques volatiles par exemple. C'est quelque chose qui est très dangereux pour la santé.
on n'en parle pas du tout, mais bon, moi je ne dormirai pas sur ça. Retardateur de flamme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des traitements anti-feu. Vous trouvez ça vraiment, une concentration très forte de ça dans les hôtels par exemple. Même s'il n'y a pas de normes spécifiques qui obligent les hôteliers à utiliser ce genre de traitements. Ils sont faits d'emblée, et ils sont hyper chimiques et ils sont vraiment, dangereux pour la santé. Et après vous avez des toiles bien sûr, parce que normalement quand vous avez du polyuréthane, il y a des couches qui sont collées entre eux avec des toiles qui sont hyper agressives. Donc voilà. Nous on fait ça avec du latex naturel. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est une plante, en fait c'est un arbre qui s'appelle Hevea brasiliensis. C'est un arbre qui pousse, malheureusement, pousse dans le sud-est Asie. Donc on le récolte et c'est un liquide qu'on peut sortir de cet arbre. Et du laine et du coton, donc voilà, toute la fabrication entièrement, vraiment, faite en Italie. Donc avec des salaires italiens qui sont similaires aux salaires français. Et tout. Vraiment tout, c'est pas du Made in France washing, dans le sens c'est Made in Italy washing, dans le sens qu'on met l'étiquette et ça devient Made in Italy. Vraiment, il y a une usine en Italie qui produit ces produits avec 80 degrés et même la vulcanisation qui est le processus plus lourd, donc qui normalement tous les fabricants font en Asie, est faite en Italie, dans le sens que le latex liquide devient solide. Donc c'est vraiment une partie qui est très lourde, vraiment au niveau industriel. Même cette partie-là, on l'a fait en Italie. C'est un choix qu'on fait vraiment, qui est anti-économique, si vous voulez, parce que notre coût de production sera plus important que les concurrents. Mais on préfère la faire quand même, parce que sur le long terme, je pense que ce sera vraiment un choix qui fera la différence. Voilà. Donc les matelas tout ne contiennent pas justement tout ça. Pourquoi je suis arrivé là? Une petite peu d'histoire. Moi, si vous voulez, je dors sur un matelas en latex naturel depuis que je suis né, en fait. Pour la simple raison que mon oncle avait une usine de matelas en latex naturel. Donc, à l'époque, personne ne voulait acheter du naturel. En Europe, en même temps, il n'y avait vraiment pas de demande. Donc, lui, il produisait tout ça pour des pays, le Japon, Corée du Sud, à 100% toujours. Donc c'était vraiment des produits qui n'étaient pas très communs en Europe, on était vraiment sur de l'export pur. Moi j'ai vécu un peu son histoire indirectement, j'étais très proche de lui, déjà il est mort donc malheureusement il est plus là, mais j'étais très proche de lui, très proche de la vie de l'usine, et c'est une vie que j'adore, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et j'ai vécu aussi ces difficultés, donc je l'ai vu, je sais pas, le jour de Noël s'est levé pendant le repas parce qu'il y avait un appel et il fallait courir parce que les machines s'étaient cassées. Et je l'ai vu se désespérer parce que ça ne marchait pas, parce qu'il n'y avait pas de vente. Donc j'ai suivi son aventure d'entrepreneur pendant longtemps, jusqu'à qu'il a décidé, pour des raisons de santé, de vendre son entreprise, de fermer son entreprise. Les machines ont été achetées à droite à gauche, et parce qu'il avait des problèmes de santé. Et moi, je travaillais en même temps dans un moteur de recherche, donc tout le monde dans notre secteur, mais je voyais l'émergence de cet concurrent, ces confrères qui faisaient le matelas. Je me disais, c'est incroyable quand même qu'on ne puisse pas faire un truc avec ça, qu'on laisse mourir une industrie comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'usines qui font ça en Europe, il y en a 3. Voilà. Donc je me suis dit, il faut reprendre cette affaire, il faut le faire différemment, mais on ne va pas le laisser comme ça. Donc avec son aide au début, j'ai un peu reconstruit un tissu industriel autour de son usine et trouvé une personne qui avait envie de reprendre l'usine, parce que moi je ne suis pas un gars de l'usine, donc ça n'aurait eu aucun sens de reprendre. Et donc on a fait un cahier des charges avec mon oncle qui à l'époque était encore vivant. Et on a créé le matelas sur lequel lui il aurait voulu dormir. Donc vraiment, c'est une composition unique faite à la latex naturel avec les matières que lui il a vraiment choisi et tout ça. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a lancé Kikli. On est allé jusqu'au bout de la fabrication aujourd'hui, dans le sens qu'on fabrique tout de la même usine, même la vulcanisation. Et même la partie qui normalement c'est confiée à la logistique, donc la préparation du colis. Et par exemple pour les colis on n'utilise pas du carton, on utilise du sac à jute, donc c'est un peu un sac de patates. C'est un choix qui est totalement délirant pour la logistique traditionnelle parce que personne ne veut ça, dans le sens que la logistique automatisée
marche avec des scanners. Donc en gros, si vous n'avez pas un carton, quand les sacs en jute passent dedans, soit il est expulsé de la chaîne, soit il est traité comme un truc un peu, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Nous, on est continué là-dedans, parce qu'on est sûr que déjà c'est un meilleur emballage, et en plus c'est un emballage recyclable, c'est un emballage naturel. Et on ne veut pas travailler avec les cartons, même si c'est très difficile aujourd'hui de gérer ça. On est allé jusqu'au bout, donc finalement UPS, au début, forcément personne ne nous écoutait. Aujourd'hui on a une taille qui est quand même un peu négociée avec les fournisseurs. Du coup aujourd'hui on travaille avec UPS qui a accepté de traiter nos commandes manuellement, donc pas à travers des rouleaux type aéroport, mais avec le camion directement. Donc, voilà, ils ont accepté finalement, comme quoi finalement si on insiste, que ça marche. Ils ont accepté. Voilà. Notre défi, on a beaucoup de défis. Comme je disais, un des défis les plus importants, c'est la croissance qu'on observe. D'un côté, on est hyper content de ça. De l'autre, c'est un énorme défi, surtout industriel. Parce que nous, on n'achète pas sur l'étagère. Donc, malheureusement, on a vraiment une connexion hyper forte avec l'usine. En gros, je pense qu'on est vraiment un DNVB hyper vertical, dans le sens qu'on a une relation constante, quotidienne avec l'usine. On est là, moi je suis là souvent à l'usine, au moins 10 jours par mois, je suis là dans l'usine parce qu'en fait, la croissance à laquelle une start-up peut aller ne correspond pas du tout à la croissance que l'industrie peut soutenir en fait. Surtout dans des phases de croissance très fortes. Une industrie a besoin beaucoup de temps pour s'adapter, pour changer, pour intégrer de nouveaux procès. Pendant qu'une start-up, non, elle a besoin, si elle arrive à vendre, parce qu'elle est, elle est très vite. Donc un des principaux défis, c'est ce décalage entre la vitesse à laquelle une start-up va et la vitesse d'une usine traditionnelle. Donc c'est là qu'il y a en fait un peu de décalage. En seul présent, c'est que nous, on ne produit pas en stock, donc on produit just in time. Ça, c'est un choix qu'on fait, même avec, aujourd'hui, on est plutôt sur 100 matelas par semaine. On continue cette stratégie parce que, en fait, la qualité des matelas est beaucoup plus élevée. En fait, quand on travaille avec des produits naturels, on ne peut pas juste les enrouler, les mettre dans un carton, les stocker dans le plastique et les laisser là 6 mois. C'est impossible. Bon, on pourrait le faire, mais bon, la qualité ne serait pas à la hauteur. Donc on est un peu obligé de travailler just in time, qui fait qu'on ne stocke pas, donc on produit tout à la commande. Et ça, quand les volumes commencent à devenir importants, ça devient un vrai défi industriel. Voilà. Donc il y a 3 types de défis. Les défis commerciaux, on n'est pas vraiment... On est là, mais bon, ça marche bien, donc c'est pas non plus notre défi principal. Notre défi principal, c'est dû vraiment à la production et la logistique, et donc assurer en fait l'expérience client, elle vient de là aujourd'hui. À part la vente, c'est vraiment la livraison du produit et la qualité du produit qui doivent être à la hauteur, sinon la promesse ne tient plus. Voilà. Donc, je vous fais juste des exemples qui sont notre vie quotidienne en fait. On a des défis produits vraiment. Donc, c'est que je vous disais, nous on a 9 mois d'histoire, donc ces 9 mois on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on pourrait aller voir un producteur, lui demander un prototype, négocier beaucoup. Mais quand on était au début, en fait, non, pas du tout. En fait, dans une industrie, si tu veux avoir un zip qui a une couleur différente, la taille minimum de commande c'est 10 000. Donc tu ne peux pas faire un prototype. Pour faire un prototype, il faut faire un troisième ligne. On peut le faire en 3 mois. En 3 mois, il faut demander à quel tissu arrive. C'est vraiment des mouvements hyper lents, en fait. Hyper lents. Surtout au début. Aujourd'hui, pas forcément. Mais vraiment, dans la phase des startups, ces mouvements empêchent vraiment la vitesse qu'on a besoin dans la phase des startups, justement. Ou sinon, la question classique, vous allez en vendre combien? Zéro, je ne sais pas. Si on le savait nous-mêmes. Comment? Si on le savait. Si on le savait, oui, mais bon, personne ne veut prendre des risques. Les industriels, ils ont bien raison. Moi, au début, j'ai fait des rendez-vous avec des industriels qui n'ont pas cru dans le projet. Aujourd'hui, ils me rappellent, ils me disent, mais bon, c'est un peu facile comme ça. Voilà, donc c'est des défis qui sont très durs à résoudre. Et après, il y a aussi des barrières à entrer.
moi, Kipli, je l'ai financé avec mes finances au début, donc j'ai mis mes épargnes dans ça. Mais bon, la commande minimum du latex pour commencer, c'était un container, donc c'est une citerne en fait, 40 pieds. Ça coûtait 30 000, donc c'était pour démarrer le truc, donc ça restait 20 000, donc ça restait pas beaucoup. Donc vraiment la possibilité de faire pas beaucoup d'erreurs, parce qu'en fait on ne peut pas tout se le permettre. Voilà. Et après il y a un défi énorme pour nous, que c'est vraiment le défi logistique. En gros, le matelas latex naturel a énormément d'avantages, mais aussi quelques inconvénients, peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup dans ce secteur. C'est qu'il pèse beaucoup par rapport à un matelas synthétique, donc il pèse un tiers de plus. Donc déjà, ça génère des coûts partout dans la chaîne, des coûts de production, de logistique, de transport, plein de coûts éparpillés partout, donc ça c'est quand même des problèmes pour avoir des marges. Et ensuite, à cette poids-là, et à cette volume-là, il n'y a pas beaucoup de transporteurs qui peuvent y aller. Et aussi vivant, c'est vraiment sur des quantités importantes, pas sur des petites quantités. Donc nous, on a 3-4 transporteurs qui acceptent de transporter du prix aujourd'hui, pas beaucoup, donc c'est quelque chose qui est un gros défi pour nous. Et ça arrive aussi parce qu'on n'a pas un centre logistique, parce que justement on ne veut pas stocker. On continue avec cette philosophie. Donc on a mis, aujourd'hui on met des moyennes importantes sur une étude pour certaines machines pour mettre sous vide sans que la compression soit trop importante, donc sans que la matière première subisse des dégâts. Mais voilà, c'est long en fait. Ça là, je racontais tout à l'heure, on fait des tests pour la compression. Pour que les tests soient vrais, en fait, on doit livrer vraiment les matelas, donc on se les fait livrer à Paris. Après, on les laisse dans une pièce pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, pour attendre, pour voir une fois qu'on l'a ouvert, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est des vrais tests en fait qui ont fait comme ça, donc ça prend beaucoup de temps. C'est quoi le résultat? Et le résultat, c'est pas facile, c'est pas du tout facile, parce que par exemple on a gardé avec un certain type de machine, on a fait une compression, on l'a laissé dans le bourreau 1 mois, on l'a ouvert et le matelas avait perdu 1 cm. Et c'est à cause du fait qu'en étant qu'on utilise des matières naturelles et pas synthétiques, les matières naturelles ont une certaine humidité à l'intérieur. Donc c'est des matières végétales qui ont une humidité à l'intérieur. Et donc cette humidité, avec la compression, ça se diffuse et donc on perd des centimètres. Donc ça vraiment c'est un défi un peu, c'est la seule partie où il y a vraiment un défi technologique au niveau industriel. Mais on est sûr qu'on va le résoudre ce problème. C'est juste que le temps qui est nécessaire est très long par rapport à l'accélération qu'on a à niveau d'entreprise. Et donc là, on a encore 3-4 tests dans les bureaux avec des compressions différentes pour voir si celles-là sont performantes. Et après, un autre défi qu'on a, c'est vraiment le fait que les prestataires logistiques soient intermédiaires. Donc en gros, nous, on confie le matelas à cette prestataire, mais ensuite on doit tout gérer, toutes les problématiques clients derrière. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Donc en fait, on doit staffer beaucoup service client pour qu'ensuite, UPS, qui pour lui, vous connaissez bien les problématiques des transporteurs. Sur des petits colis, c'est des problématiques qu'on peut résoudre facilement, mais sur un matelas 60 kg, le matelas, il faut qu'il soit livré à la porte. On ne peut pas faire différemment, on ne peut pas utiliser les colis, mais rien d'autre. Donc vraiment, là, il y a vraiment un énorme enjeu sur le service client et un énorme enjeu sur le futur, sur créer sa propre chaîne de distribution. Là, vous passez par qui en prestataire? Aujourd'hui, on passe par 2 prestataires, c'est AG10 et c'est UPS. AG10, c'est les seuls qui font les gros colis, non? Enfin, ouais, c'est quasiment. AG10, oui, c'est ceux qui sont à la hauteur en fait, de ce défi. Ouais. Mais UPS aussi, c'est 2 formes différentes. Disons, si on veut de la vitesse, c'est UPS. Si on veut des 48 heures, des 72 heures, c'est vraiment UPS qu'il faut aller voir. Si on veut de la qualité, de rendez-vous, et par contre beaucoup plus de temps, donc le client est disponible à attendre 8-10 jours, on passe par la G10. Mais parce que ces deux prestataires-là, ils font de la prise de rendez-vous, enfin c'est des plages horaires qui sont plutôt limitées, c'est genre 4 heures, non? UPS, non. UPS, non? C'est des livraisons à la journée. C'est la journée? AG10, oui. Donc aujourd'hui, nous on travaille avec ces 2 types de livraisons. AG10, si le client peut attendre 10 jours, c'est la meilleure façon de faire. Si les clients en urgence, c'est UPS avec simple plage horaire. Et vous, ça génère vraiment beaucoup de tickets clients, ça? Beaucoup. Okay. Donc c'est vraiment un défi. Là, parce qu'en gros, à différence d'un colis petit,
souvent les chauffeurs UPS, il est énervé, ou il veut pas le faire tout seul, donc normalement il devrait le faire parce qu'il est enviable et tout ça. Mais plein de fois, il n'a pas envie, ou il décale, et ça génère des frustrations. Mais 60 kg, il le fait pas tout seul, il peut pas. Il fait tout seul. Sérieux? Ouais, avec un diable. Avec des mais dans l'escalier, sur un escalier sans ascenseur, il fait comment? Non, avec un ascenseur, bien sûr. Ah, mais il y a des endroits où il n'y a pas d'ascenseur? Ouais, c'est G10. Ah, ok. Il y a besoin de pour ça. Ok. Le client, dans ces cas, il doit attendre. En fait, voilà, pour les détails, c'est UPS avec ascenseur, bien sûr. Donc, si ascenseur et si vitesse, c'est UPS. Si pas d'ascenseur, c'est sûrement G10 parce que sinon, le client ne peut pas. Je dis, ils sont deux à chaque fois, c'est ça. Après, travailler avec eux, c'est très bien, je trouve, c'est très bon. Mais même en termes de coûts, logistique, ça c'est des choses qu'il faut intégrer. Dès le départ, moi j'ai vu par exemple, là je suis en train de voir, donc je suis en train de créer ma marque et j'ai vu au niveau des livraisons, c'est un casse-tête incroyable et ça monte très très vite quoi. Au niveau des coûts de livraison, c'est des choses qu'il faut intégrer. J'imagine même pas pour un colis de 60 kg. Ça va coûter énormément cher. Les frais de port sont offerts en plus. Oui, mais l'avantage, si vous voulez, je peux vous dire comment ça coûte. C'est un produit à marge énorme, donc l'avantage c'est que. C'est un produit. Non, mais c'est un prix quand on vend un cosmétique à 7 €, une livraison à 5 €, c'est catastrophique. Alors que sur nous, on est sur une livraison qui coûte entre 80 et 85 €. Donc, il faut bien faire beaucoup de marge. Il faut, oui. C'est ce qu'on disait, ça répercutait en fait sur ton prix de vente. Oui, finalement. Ouais, parce que la mais formule c'est de vente, juste marketer en disant livraison offerte. Mais ça, c'est normal. Tu vas pas mettre cette livraison 85 €. Voilà, ouais, mais tu pourrais mettre, je sais pas, tu sais, ça se voit sur des gros colis comme ça, 50 €, et c'est le client final qui le paye. Oui, mais bon, c'est quand même la plupart des DNVB. Non, mais c'est ça, bien sûr. C'est un coût, comme ça peut être une matière première finalement. Ouais. C'est plutôt comment on gère ses coûts, dans le sens que nous, quand on reçoit des factures OPS, il y a une personne qui check toute la facture. Normalement, on est entre 7 et 10 000 € d'écart entre la réalité et la facture. C'est-à-dire que la facture est entre 7 et 10 000 € de plus de ce que normalement ça devrait être. Pourquoi? Pour la simple raison que justement en travaillant avec la jute, les scanners ne sont pas automatisés. Ah, yes. Et donc les gens qui font ça à la main. C'est pas des échecs de livraison qu'ils ont dû refaire une deuxième fois. Non. Mais nous on a aussi entre 1000 et 2000 € par mois par exemple si un colis est perdu, il retourne à l'usine, voilà, il y a un problème, donc nous on envoie notre colis et l'usine et cette colis retourne. Les frais d'envoi et de retour des colis qui a été perdus par OPS sont toujours dans la facture. Donc nous on est là vraiment à signaler à chaque ligne et voilà, ça peut monter presque à 15-18% de la facture les erreurs d'OPS. Donc c'est quand même, c'est vraiment casse-tête en fait. Et d'ailleurs dans la logistique, comment vous gérez les retours clients? Les retours c'est un autre problème. En France on les gère avec deux systèmes, soit les colis, soit G10. Donc ils regroupent dans un point de stockage. Okay. Donc quand on rejoint un ensemble d'unités qui est consistant, on les envoie soit à Emmaüs, donc des associations, soit à Sea Shepherd par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui a des bateaux en fait, qui vont surveiller les eaux marines pour empêcher qu'il y ait de la pêche qui est interdite. Donc ces messieurs ont toujours besoin de matelas parce que ils ont beaucoup de bateaux, donc ils ont une flotte, donc on envoie les matelas qui sont autour. Vous communiquez justement sur cet aspect un peu sociétal? Ouais, on communique. Après, on communique petit à petit. Mais voilà, je l'ai mis à la fin. Et les retours, vous les offrez? Comment? Vous les offrez les frais de retour? Oui. Après, on a très peu de retours. C'est ça notre secret. C'est quoi? C'est 1-2%? Ça, je peux pas le dire. Ah, tu peux. Mais je sais que par rapport à la marché, on a un taux de retour qui est vraiment faible, et c'est parce que la qualité du produit elle est excellente. Donc les taux de retour, ça nous permet. Si on avait un taux de retour qui était comme le marché, on ne pourrait jamais travailler. Parce que les coûts de retour, c'est impossible. Mais vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas aussi, je veux dire, moi je reçois un matelas, je dors dedans 100 jours.
à renvoyer, c'est quand même un truc gros, c'est quand même... Ouais, il faut ça aussi, l'aspect... Je pense que c'est plus marketing. Il faut les plier en deux. Non, mais il y a des gens qui le trouvent. Pour le coup, vraiment. Il n'y a pas un réalisateur. C'est pas ça. Dans le marché des matelas. Le truc d'essayer pendant 100 jours et ensuite retour gratuit, je pense que c'est vraiment... Je pense qu'il y a certains acteurs sur le marché qui ont 15% de retour. Vous voyez, c'est pas... Nous, on est bien loin de ça. Si on avait ça, on serait mort. Ouais, voilà. Parce qu'une fois qu'ils sont envoyés ces matelas-là, c'est mort. Tu les remets pas à la vente. Non, voilà. D'accord, on pourrait faire des ventes bien sûr, mais je veux dire. On pourrait faire des ventes privées avec ces matelas-là. Parce qu'ils sont je pourrais faire, mais je pense qu'il combien de nuits la personne en fait des retours, des remises de la vente, tout ça, ça serait inférieur à la marge que je pas trop utilisé. Parce que je pense que c'est pas économique en fait. ok. Moi, pour donner un ordre d'idée, j'ai une marque de vêtements, de shoes. Et les retours qui sont défectueux, on les remet pas en vente du coup. On les vend en vente privée à moins 70%, on a des gens qui sont trop contents de... Ouais. Et c'est défectueux comment On fait ça, comment? C'est défectueux, on annonce comme défectueux, on met des pastilles sur les retours. C'est juste un retour client que ça lui plaît plus. Et non, parce qu'il l'a porté dehors, les semelles sont sales, on ne peut pas les renvoyer quoi. Ah bon, quand même. Et donc, tu fais ça, les ventes privées et donc on fait ça soit dans nos bureaux, soit dans la boutique, on fait des journées spéciales et les gens, il y en a plein qui n'ont pas les moyens d'acheter normalement, ils sont très contents. Oui, les chaussures c'est plus facile, même ouais, c'est sûr, c'est plus petit. C'est plus petit. Tu pourrais même faire du ouais, pour un matelas, c'est super dur. Ils font un hangar quoi, je sais pas. C'est pas pareil. Franchement, t'es perru, c'est ça? Ouais. La problématique que tu as, c'est que tu vends au juste prix. Enfin, tu t'annonces que tu vends au juste prix. Et donc tout ce qui est... tu es obligé vraiment d'insister sur le fait que c'est des produits défectueux. Parce que tu peux... tu leur dis, t'es pas censé, voilà, sur le papier, tu n'es pas censé faire vraiment des promos. Alors après, on sait que vous avez trouvé il y a des moyens un peu alternatifs pour faire des promos, mais jamais au grand public, etc. Ouais. Après, nous, on fait partie d'1% pour la planète, donc on s'engage à reverser 1% de la chiffre d'affaires à cette association. Et donc, une partie de ces 1% on peut reverser aussi en bien. Donc, les matelas, ça peut être un bien qui est reversé, donc ça peut rentrer dans la... Ah, donc ça rentre dedans, ok. Ouais, ça peut rentrer. Donc, c'est quand même un sens. Ouais, c'est top. Voilà. Et donc, le monsieur m'a fait coucou, ça veut dire que c'est fini. C'est 5 minutes. Là, j'ai quelques résultats. On a vendu alentour, je pense que cette présentation est un peu vieille, mais je pense 3000 matelas au jour. C'est quoi le prix de vente? C'est moyenne, c'est un panier entre 1200 et 1500 euros. Ce qui reste quand même beaucoup plus intéressant que la concurrence, quand on regarde les trucs comme ça. Ça reste nous, tout transparente, on ne fait pas des marges énormes. Ouais, c'est la question que je me posais, parce que par rapport au coût que tu as, c'est quand même important de la spécifier du On prix. double, mais avant le CPA. T'es en x2 de... Mais avant CPA. Ouais, le CPA sur un moins. produit comme ça, c'est variable, je ne le dirai pas ici. Ouais. Mais voilà, après la marge... Après, t'es sur une grande magnitude en termes de prix de vente. Ouais. Justement, comment vous faites votre acquisition client? Comment vous êtes arrivé justement sur le résultat en quelques mois? Aujourd'hui, on a commencé avec des actions classiques, parce que moi je viens du moteur de recherche, donc beaucoup d'AdWords. Ouais. Et au début, ça marchait beaucoup à travers AdWords. Aujourd'hui, les campagnes qui marchaient plus sur AdWords, c'est les campagnes brand. Donc c'est les gens qui cherchent qui cliquent directement. Donc en gros, ça veut dire que les actions qu'on a fait sur Instagram organique amènent trafic naturel. Ouais, du trafic naturel qui cherche, qui plie. Bon, alors on les paye quand même parce qu'on doit faire des campagnes brand pour avoir les clics. Et pourquoi? Donc ça veut dire que sur Google, etc., vous mettez sur votre propre mot-clé? Je pense que 99% des gens font ça. C'est hyper important. Parce Okay. qu'en gros, si un concurrent bide sur ce mot-clé, ça veut dire que, imagine un client cherche qui plie, se retrouve avant un concurrent. Donc il peut être induit à cliquer sur les concurrents. Il n'y a pas de règle moi, je l'ai fait. Quoi. Ça, nous, on l'avait fait pendant 1 an et demi. C'est les mecs de Google qui nous ont dit, honnêtement, arrêtez. Vous payez pour rien parce que les gens, s'ils cherchent Perrault, en l'occurrence, là, s'ils cherchent ta marque, ils vont pas cliquer sur le site d'une autre marque, ils vont cliquer sur ta marque quoi qu'il arrive. Donc même Google, ils m'ont dit, en fait, arrête. Et t'as qui comme manager chez Google? Parce que je t'appelle sur les doigts, c'est monsieur. Non, en fait, moi si je peux mettre. Quand même, les concurrents. Enfin, si tu tapes Kipi. Après, peut-être mon marché, il est vraiment concurrentiel. Oui, après vous, parce que vous, il y a énormément de résultats. Vous, il y en a vraiment beaucoup. Peut-être qui se mettent au-dessus. On a des concurrents, tous les concurrents synthétiques buildent sur nos mots-clés. Donc sinon, nous, on ne les fait pas. On peut être sur la des recherches Kipi, on peut être 5e, 16e résultat. Ok, c'est quand même scandaleux parce que quand même c'est. Tu perds moins la moitié de ton.
Donc, après, c'est des kits qui coûtent vraiment pas cher, hein, parce que si tu connais un peu les qualités, pertinent. Vraiment du chose, c'est pas toujours. Donc c'est difficile. Comme nous, on ne peut pas se positionner sur les mots-clés des concurrents. Difficilement aussi en concurrent. Vous le faites pas, à l'inverse? Non, nous on le fait pas. Avec beaucoup de concurrents, on essaie d'avoir des gentleman agreements, dans le sens on s'est mis d'accord, on va pas payer tous les deux pour un. Pas tout le monde veut faire ça, donc ok. C'est quand même difficile. Et la best practice, ça serait d'avoir un accord informel où moi je bide pas sur toi, toi tu me dis pas sur moi, on est pas tous les deux, et basta. Mais en fait, c'est pas possible toujours. Ouais. Voilà. Et voilà, donc si vous faites un tour sur notre site, vous verrez beaucoup des avis positifs. Et souvent ils nous disent que c'est un avis positif, ils s'en foutent. Donc moi je dis qu'ils sont pas fous, donc c'est pas vos 10 personnes là qui ont non. C'est pas les 10 personnes de l'équipe là qui Là, ça serait un long travail. Mais bon, c'est toujours possible. Mais en fait, bon, on utilise en plus des tiers parts, donc ça va être très compliqué de faire des commandes, d'envoyer. C'est quand même. Mais bon, ils sont très positifs, donc c'est encourageant. Mais à voir. Si vous avez encore des questions, voilà. Quels sont les next steps? Alors, next step, nous, on est plutôt sur. On a un peu l'idée, comme marque référente, on a un peu déjà. Donc, on ne veut pas trop forcément passer par les fonds d'investissement, même si aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont intéressés, forcément ça marche. Donc, par contre, on sait aussi que si on veut accélérer pour s'imposer sur notre marché, au rythme actuel, ce ne sera pas possible. Donc voilà, on est un peu entre là. Après, on a des envies, donc sûrement on va ouvrir des magasins, donc ça c'est sûr. On va étendre la gamme donc, en restant dans la chambre, en proposant des produits. Ça, c'est nos clients qui nous demandent. Donc c'est nos clients qui nous demandent de faire ça et on le fera. Et après, il y a les autres pays qui plus marchent. Donc, il y a l'Allemagne qui donne de très très bons résultats. On a commencé récemment, il y a 2 mois, mais les résultats sont déjà très très bons. Donc, il y a sûrement on a envie d'aller un peu au-delà de la France aussi. Vous avez traduit en allemand? Oui. On a Tout le site? On a une personne allemande qui travaille. Et justement, sur les retours, il n'y a pas des sujets avec l'Allemagne? L'Allemagne a des taux de retour beaucoup plus importants que la France. Exactement. Donc là, justement, si on reste ou pas, ça c'est un des éléments, on le sait très bien. Pour l'instant, on ne le voit pas trop parce qu'on a commencé depuis 2 mois, donc les données qu'on a, c'est un peu flou sur ce sujet. Et c'est sûr que ça va jouer, je pense, tout sur ça. Parce que ça, c'est vraiment l'élément clé. Je pense que tous les gens qui sont sur notre secteur, c'est l'élément clé. Et c'est tous les tours élevés, en fait, les marges. Donc, voilà. Et comment ça se fait que l'Allemagne les taux de retour sont plus... C'est historique, c'est une façon de consommer qui est légèrement différente. Ils payent à la livraison. En fait, mais ça, c'est ils payent à la livraison. Et ils ont tendance, en gros, ils ont tendance à utiliser en fait leur chez eux en fait, comme un endroit pour tester. Toi, tu vas dans les magasins, eux, ils utilisent, voilà, exactement, les magasins marchent beaucoup moins bien en Allemagne et ils utilisent vraiment Internet comme un moyen ils commandent 10 robes par exemple et puis ils en renvoient 8 sur les 10 parce que ça fait partie du truc qu'on a testé, il y en a que 2 que j'aime bien, je garde. Ça vaut pour tous les types de produits. C'est majoritairement pour la mode, mais comme c'est dans leur mentalité, c'est pour ça que je demandais, je n'étais pas sûr pour la literie, est-ce que ça puisse fonctionner, mais ça risque, en tout cas c'est une problématique qui risque d'arriver dans la literie. Non, mais c'est sûrement une des problématiques qu'on regarde de plus près. Parce que pour le reste, c'est les mêmes problématiques en France. C'est juste ce petit retour, effectivement, c'est un peu différent. Pour l'instant, on n'a pas vu trop, mais bon, on n'a pas vendu non plus énormément, donc il faut attendre pour la production. J'ai une dernière question. Par rapport à ton business plan, comment tu avais évalué la croissance de la marque, sachant que j'imagine que ça doit être compliqué d'avoir du repeat business sur les matelas, s'ils sont censés durer 15 ans. Donc ta croissance, elle va du développement à l'international. Quel est le plan, j'imagine, à long terme en fait, pour développer encore la marque? Déjà, je connais un peu combien ça vaut mon marché, donc ça vaut 1 milliard d'euros en France par an. Donc si j'ai déjà 1%, je suis content. Non, et après, il y a aussi l'upsell. Donc, par exemple, sur le sommier, je peux vous dire que les 30% des gens qui ont acheté ce nouveau matelas, ensuite, quand on a lancé le sommier, ils ont acheté le sommier. Ouais. Donc ça, c'est fort. Et ça, c'est un jeu juste de marque. C'est quelque chose qui est en réflexion. Il a été rassuré par le matelas. On propose des sommiers, il achète. Donc, ça peut amener à des répétitions sur d'autres produits. Et donc, ça, sur les tests sur
sur la gamme, ça peut rassurer. Après, le marché est quand même assez large en France, donc je pense pas qu'il y ait des soucis. Après, sur les retail, c'est vraiment quelque chose qui est encore plus complexe, je pense. Donc, il y a différentes façons de l'évaluer entre l'effet notoriété, l'effet vente. Donc, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas forcément bien. Donc, on est en train de se former tous là-dedans pour avoir de lancer. C'est quand même un enjeu totalement différent, très complexe aussi. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci.